Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle analyse. Aujourd'hui, on part en mission. Une mission assez simple en fait. Faire en sorte que le choix devant le rayon boucherie ne soit plus jamais un moment de doute. C'est un vrai défi, on a tous vécu ce moment d'hésitation. Exactement. Et pour ça, on a épluché pas mal de documents. Des conseils de maître boucher, des guides sur les labels, la conservation. On va vraiment décortiquer tout le parcours. Et le point de départ, le tout premier piège, c'est souvent le plus visible. La couleur, j'imagine. On cherche tous cette viande rouge bien vive. C'est le piège parfait. On est conditionné à penser que bon égale rouge vif. On se dit qu'une viande bien carmin, c'est le summum de la fraîcheur. Oui, voilà. Et pourtant, les sources qu'on a étudiées nous disent que c'est une illusion. Une illusion de chimie, en fait. Ah, ça m'intéresse. Parce que, instinctivement, une viande qui commence à brunir dans mon frigo, je la regarde avec une méfiance extrême. J'ai tort. Dans la plupart des cas, oui. Ce qui est fascinant, c'est que la viande, juste après l'abattage, n'est pas rouge du tout. Elle est violacée, presque pourpre. Ah oui, Oui, le rouge vif qu'on connaît, c'est simplement le résultat d'une réaction avec l'oxygène. Les pigments de la viande, la myoglobine, au contact de l'air, s'oxydent et deviennent rouges. d'accord, c'est une réaction chimique. C'est ça. Donc, une viande qui brunit, ce n'est pas une viande périmée. C'est juste une viande où l'oxydation a continué son travail. Elle est tout à fait consommable. D'accord, donc on arrête de paniquer devant une côte de bœuf un peu terne. Mais alors, si le rouge vif n'est pas le Graal, quelle est la bonne couleur? En fait, ça dépend vraiment de l'animal. Il faut réinitialiser son regard. Pour le veau, par exemple, on va chercher un rose très pâle. Mhm. Pour le gibier, un brun foncé, c'est normal, c'est même un signe de maturation. Et pour la volaille, ça peut aller du blanc bleuté au jeune poussin, juste en fonction de son alimentation. Donc la couleur est une indication, mais ce n'est pas le seul critère. Exactement. Ce n'est pas le juge de paix. Si la vue peut nous tromper, il faut se fier à nos autres sens. J'imagine que le nez, lui, ne ment jamais. C'est notre meilleur allié. Les sources sont unanimes là-dessus. Une odeur piquante, acide, ou qui rappelle la décomposition. Là, c'est non. C'est un non catégorique. Il ne faut juste pas la confondre avec l'odeur un peu féreuse de la viande crue, qui n'est pas toujours agréable, mais qui est normale. Mais la moindre note suspecte, c'est le signal d'alarme. D'accord, pour l'odeur, c'est clair. Mais visuellement, au-delà de la couleur, il y a la texture. Parfois, la viande dans les barquettes a l'air un peu humide. C'est normal. Excellente question. C'est là qu'on observe la texture. Une viande de qualité doit être ferme, dense et avoir un aspect sec. D'accord. Si elle est visqueuse, poisseuse ou si elle baigne dans beaucoup de liquide, c'est très mauvais signe. Ça veut dire que les cellules se sont dégravées. Et la coupe du morceau, ça a une importance? Énorme. Des bords nets, lisses, c'est la signature d'un bon artisan. Des morts déchiquetés, surtout sur la volaille, ça peut trahir une découpe de moindre qualité, un peu à la va-vite. Et il y a un autre élément visuel dont on parle beaucoup. Le gras. On a été éduqués à le chasser de nos assiettes, mais j'ai l'impression que pour la viande, c'est une toute autre histoire. Ah, mais c'est le secret de la saveur. Les connaisseurs ne regardent pas le gras autour du muscle, mais le gras dans le muscle. C'est ce qu'on appelle le persillage. Le persillage, oui. Imaginez de fines veines de gras blanc, comme du marbre, qui parcourent la viande. Plus ce persillage est fin et abondant, plus la viande sera tendre et goûteuse. Parce qu'il va fondre à la cuisson. Exactement. Il fond, il nourrit les fibres et il libère des arômes incroyables. Une viande complètement maigre, elle aura souvent moins de caractère, quoi. D'accord, donc on a une pièce qui a l'air parfaite, bien persillée, on est prête à la mettre dans le panier, et là, nos yeux tombent sur l'étiquette. Et c'est souvent le drame. Le déluge de logos, de dates, c'est un peu la jungle. C'est ça? Par où on commence pour déchiffrer tout ça? On commence par les dates, mais en sachant lire entre les lignes. Il y a 2 dates. La date limite de vente, bon, c'est surtout pour le magasin. D'accord. En revanche, la date limite de consommation, la fameuse DLC, ça, c'est la ligne rouge sanitaire à ne jamais franchir, surtout pour la viande hachée. Ok. Et après les dates, la jungle des logos. Label rouge, bio, AOP. Comment on s'y retrouve? C'est une vraie jungle, oui, mais le secret, c'est de ne pas tout mettre au même niveau. Il faut les voir comme des filtres, à appliquer selon ses propres priorités. Des filtres, j'aime bien l'idée. Le tout premier filtre, c'est la traçabilité. Le logo Viande de France est une bonne base. Il assure que l'animal est né, élevé, abattu et transformé en France. C'est la carte d'identité de la viande en quelque sorte. Exactement. Ensuite, si le critère numéro 1, c'est le goût, alors c'est le label rouge. C'est sa mission principale, validée par des tests à l'aveugle. Et si on est plus sensible aux conditions d'élevage, à l'environnement?
Alors là, c'est le label AB, Agriculture biologique, qui prend le dessus. Cahier des charges strictes sur les antibiotiques, les OGM, le bien-être animal. Mais le vrai dilemme, c'est qu'on voudrait souvent les deux. Le goût et l'éthique. Et c'est là que ça se complique, parce que l'un ne garantit pas forcément l'autre. Un poulet bio aura eu de meilleures conditions de vie, mais ne sera pas forcément plus goûteux qu'un poulet label rouge. D'accord, je vois. Après, il y a des labels comme l'AOP, l'appellation d'origine protégée, qui sont un peu le combo gagnant. Ils lient un produit à un terroir, un savoir-faire et souvent à des méthodes d'élevage spécifiques. C'est une garantie très forte. C'est très clair. Mais une de nos sources pose une question un peu dérangeante. Que ne disent pas ces étiquettes? Qu'est-ce qui reste caché? C'est le point aveugle de tout le système. L'étiquette, c'est notre seul lien avec l'histoire de l'animal, mais elle est souvent muette sur des chapitres cruciaux. Comme quoi, par exemple? Les conditions de transport, la durée du trajet, les méthodes à l'abattoir, tout ça est quasiment toujours absent. Or, ça a un impact énorme sur le stress de l'animal et donc sur la qualité finale de la viande. Ah oui, bien sûr. Il y a bien une initiative d'étiquette bien-être animal qui note ces aspects, mais ça reste une exception. Donc, même un label rassurant ne raconte pas toute l'histoire. Alors là, vous touchez un point sensible. On a fait tous ces efforts pour choisir la pièce parfaite et on peut tout gâcher à la cuisson. J'ai un souvenir, mais 6 ans, d'un rôti que j'ai voulu faire griller rapidement. C'était une semelle. Ah, l'erreur classique. J'ai ruiné un beau morceau. Expliquez-moi la science derrière cette erreur que, j'imagine, beaucoup de gens ont faite. C'est l'erreur classique et la science derrière est assez simple. En gros, il y a deux types de muscles chez l'animal. D'abord, ceux qui travaillent beaucoup, l'épaule, le cou, les pattes. Ok. Ces muscles sont pleins de collagène. Pensez au collagène comme un filet très serré qui quadrille le muscle et le rend coriace. C'est une image très parlante. Une cuisson rapide et forte ne fait que contracter ce filet et c'est là que vous obtenez votre semelle. D'accord. Mais si vous prenez ce même morceau et que vous lui offrez une cuisson longue, douce, dans un liquide, c'est de la magie. Ce filet se dissout lentement et se transforme en gélatine onctueuse. Et c'est ce qui fait que le bœuf bourguignon fond dans la bouche. Exactement. Les morceaux comme le paleron, le gîte, le jarret sont faits pour ça. À l'inverse, les muscles du dos, comme le filet ou le faux filet, n'ont presque pas travaillé. Eux, ils sont tendres naturellement. Voilà, ils sont pauvres en collagène. Eux, il faut les saisir vite et fort. On entend parfois parler des morceaux du boucher. Ça sonne un peu comme une société secrète. C'est quoi leur histoire? C'est une jolie histoire. Ce sont des pièces souvent uniques, petites et parfois un peu compliquées à préparer. Le boucher, qui connaissait leur saveur exceptionnelle, les mettait de côté pour lui. Pour lui ou ses meilleurs clients, j'imagine. C'est ça. L'onglet, par exemple, avec ses longues fibres et son goût puissant, ou la hampe, incroyablement juteuse, l'araignée aussi. Demander ça à son boucher, c'est un signe qu'on s'y connaît un peu, alors... C'est un peu un signe de reconnaissance, oui. Un code entre initiés. Pour que ce soit très concret, donnons des exemples. Le pot-au-feu, plat d'hiver par excellence. Comment on le réussit à coup sûr? Le secret d'un grand pot-au-feu, ce n'est pas un seul morceau magique. C'est une équipe de 3. Une équipe. Oui. Pensez-y comme ça. Il vous faut un athlète, un muscle maigre comme la tente de tranche, pour le bon goût de viande. Puis un marathonien, un morceau plein de collagène comme le gîte qui va fondre et donner un bouillon incroyable. J'adore cette analogie. Et le troisième? Et enfin, un gourmand, une pièce un peu plus grasse, comme le plat de côte, pour la rondeur. C'est ce trio qui fait la richesse du plat. C'est génial comme image. Et pour un plat rapide, comme une fondue ou un barbecue? Pour la fondue, il faut de la tendreté pure. Le rondgite, c'est la pièce reine, mais la poire ou le merlan sont parfaits. Et le barbecue? Pour le barbecue, les stars, c'est la côte de bœuf ou l'entrecôte, bien sûr, mais il ne faut pas hésiter à demander conseil à son boucher. Il aura peut-être une basse-côte incroyablement persillée ce jour-là qui sera divine. C'est le meilleur guide. Justement, une fois qu'on a ce super morceau conseillé par le boucher, quelle est la pire erreur à faire en rentrant à la maison? On peut tout gâcher en quelques heures. Absolument. La première erreur, c'est le trajet. Laisser sa viande dans un coffre de voiture en plein été. C'est la catastrophe. C'est la catastrophe assurée. Un sac isotherme, c'est un petit investissement qui change tout. Une fois à la maison, la viande doit aller directement dans la zone la plus froide du frigo. C'est-à-dire en général au-dessus du bac à légumes. C'est ça, là où la température est entre 0 et 4 degrés Celsius. Et on la laisse dans son emballage d'origine ou il faut la libérer? On la laisse dans son emballage, sauf s'il est abîmé. Certaines marques développent même des emballages sous vide, comme le système Hebdopack, dont parle une de nos sources, qui permet une conservation beaucoup plus longue, jusqu'à 25 jours.
Ah oui, quand même, hein. Ça permet même une légère maturation à la maison. Et si on compte pas la manger tout de suite, direction le congélateur. Là aussi, il y a des pièges à éviter, j'imagine? Le piège principal, c'est la congélation lente. Quand l'eau dans la viande congèle lentement, elle forme des gros cristaux de glace, pointus, qui déchirent les fibres. Et il y a la décongélation, la viande devient sèche. Exactement. Toute l'eau s'échappe. Pour éviter ça, il faut une congélation la plus rapide possible. L'astuce, c'est de congeler des portions individuelles, bien à plat, pour maximiser la surface de contact avec le froid. D'accord. Et on note bien la date et le nom du morceau. C'est indispensable. Combien de temps ça se garde? Pour du bœuf en pièces, on peut compter environ 8 mois à moins 18 degrés. Pour la viande hachée, qui est beaucoup plus fragile, on ne dépasse pas 2 à 3 mois. Parfait. Si on fait le bilan de notre mission, on est passé de l'hésitation à une vraie stratégie. Oui, on a quelques craies maintenant. On sait qu'il faut se méfier du rouge trop vif, qu'il faut utiliser les labels comme des filtres, et surtout, Qu'il faut traiter chaque morceau avec le respect qu'il mérite en choisissant la bonne cuisson. c'est exactement ça. On comprend que la qualité, ce n'est pas un concept unique. Non, c'est un mélange. Un mélange de goût, de texture, mais aussi de plus en plus de transparence sur les conditions d'élevage. Les labels sont une boussole, mais ils ne remplacent pas la discussion avec un producteur ou un boucher. C'est ce dialogue qui donne du sens à ce qu'on mange. Tout à fait. Et pour conclure, il y a une pensée qui ressort de toutes ces sources. On voit que malgré la multiplication des logos, une grande partie de l'histoire de la viande, surtout les derniers chapitres, Le transport, l'abattage. reste dans l'ombre. Ce qui soulève une question pour l'avenir, en fait. On a vu une demande de transparence exploser sur l'origine, puis sur le mode d'élevage. La prochaine frontière, ne serait-ce pas justement la transparence sur ces dernières heures de vie de l'animal? C'est une bonne question. On peut se demander si on verra un jour se généraliser des étiquetages qui racontent vraiment toute l'histoire, de la naissance à l'assiette, sans rien omettre. C'est une réflexion qui, je pense, va continuer de mûrir.